de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat a débuté hier l'examen du budget 2020. Les sénateurs qui dénoncent un budget de renoncement et des baisses d'impôts en trompe-l'œil. On en parle avec la sénatrice du Val-de-Marne, membre de Génération, Sophie Taillé-Polian. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre. Cette semaine, vous l'avez vu, nous étions dans le Nord et dans le Pas-de-Calais pour suivre le quotidien des maires. Notre journaliste Sandra Cerquera viendra nous raconter ce qu'elle a vu. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. On fera le bilan de ce 102e congrès des maires qui a eu lieu toute cette semaine. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 22 novembre. Notre pays est trop négatif sur lui-même. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à des étudiants réunis hier à Amiens. Le président de la République qui est en visite pendant 2 jours sur ses terres natales. Aujourd'hui, il rencontrera les ex-salariés de l'usine Whirlpool. Le parquet a requis hier 3 mois de prison avec sursis à l'encontre du premier policier jugé à Paris pour des violences volontaires commises en marge du mouvement des Gilets jaunes. Le policier est accusé d'avoir lancé un pavé en direction d'un groupe de Gilets jaunes. Le jugement sera rendu le 19 décembre. Et puis ouverture aujourd'hui du marché de Noël de Strasbourg. Et pour 5 semaines, un marché qui avait été frappé l'année dernière par un attentat terroriste faisant 5 morts. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera sur place aujourd'hui pour cette ouverture. Et on débute avec la sénatrice du jour, élue du Val-de-Marne, apparentée au groupe socialiste ici au Sénat, mais membre du mouvement Génération. Bonjour Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par ce déplacement d'Emmanuel Macron dans la Somme pendant 2 jours. Hier, il a dit à des étudiants réunis à Amiens, notre pays est trop négatif sur lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non. Moi, je ne trouve pas que ce pays soit trop négatif sur lui-même. Je pense que ce pays est fermement opposé aux politiques qu'Emmanuel Macron met en place, c'est-à-dire une marche forcée vers un modèle néolibéral. Et ce pays refuse ce modèle. Ce pays est attaché à son modèle social, de solidarité, de service public. Et c'est cela peut-être qu'Emmanuel Macron juge comme étant négatif, parce que son projet à lui, au fond, est très minoritaire dans la population. Mais non, moi je crois que la France est très positive sur ses valeurs. Cette colère des Français, vous l'expliquez par un refus du projet d'Emmanuel Macron ? Oui, parce que je crois que, en fait, depuis une trentaine d'années, on observe à plusieurs reprises des tentatives d'imposer ce modèle qui montre par ailleurs son inefficacité et son injustice, et que la France résiste. La France résiste pour préserver ce modèle de solidarité qui fait son identité. Et voilà pourquoi il y a telle incompréhension, je pense. Emmanuel Macron qui sera ce matin à la rencontre des ex-salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens, dont la reprise a échoué. Est-ce que c'est bien qu'il aille à leur rencontre ? Écoutez, moi je trouve que c'est toujours bien que les politiques rencontrent les gens. Cela dit, effectivement, à quoi sert cette rencontre ? À quoi sert ce déplacement d'Amiens ? Certains disent que c'est un déplacement hautement politique en préparation des municipales. En tout cas, je ne vois pas trop ce qui va... Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut se poser la question. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'il va leur dire. Est-ce qu'il a des annonces à leur faire pour la réindustrialisation de ce pays ? Est-ce qu'il a des annonces à leur faire pour leur dire que les chômeurs seront mieux traités dans ce pays ? C'est pas le cas ces derniers temps. C'est plutôt l'inverse. Donc on verra bien ce qu'il leur dit, mais je crois que ça risque d'être une rencontre pour rien, selon vous ? Ou c'est toujours mieux que rien, vous dites ? Je le crains, moi, que ce soit une rencontre pour rien. Il faudrait que Emmanuel Macron réponde à cette urgence sociale manifeste. Un mot sur ce retour aux sources, finalement, d'Emmanuel Macron, qui est sur ses terres natales pendant 2 jours. Qu'est-ce que vous y voyez ? Est-ce que c'est une manière pour lui de montrer qu'il n'est pas déconnecté de ses territoires ? Oui, certainement une manière pour lui d'essayer de le faire croire, même s'il a essayé de faire en sorte que ces rencontres se passent dans des endroits très sécurisés. Cela dit... Donc pas malgré tout, il y a un problème fondamental dans la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est son éloignement. Il n'a jamais, au fond, vécu parmi les Français, ou en tout cas pas depuis plusieurs Vous dites qu'il est déconnecté des Français ? Mais bien sûr. Allez, on va parler de ce qui s'est passé au Sénat hier, Sophie Taillé-Polian. Le Sénat qui a débuté l'examen du budget 2020. On en parle avec Quentin Calmet.
Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Et l'examen du projet de loi de finances qui a donc débuté hier après-midi dans l'hémicycle. Voilà, c'est parti. Dernière ligne droite de ce marathon budgétaire dont on vous parle à l'antenne depuis le mois de septembre. Ça va occuper les sénateurs quand même jusqu'au 10 décembre, hein, le PLF, le projet de loi de finances. Hier, on a vu la discussion générale. Vous savez, c'est lorsque chaque groupe politique vient résumer sa proposition et sa position sur le texte à la tribune du Sénat. On résume. Pour le gouvernement, il s'agit de répondre à la crise des gilets jaunes avec une baisse des prélèvements, avec par exemple une diminution de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5 milliards. Le gouvernement est accusé de creuser la dette pour financer ce budget, mais il assume. Écoutez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Alors certains diront à juste titre que nous le faisons à un rythme qui est plus lent que ce qui était prévu. C'est vrai. Et je pense qu'il est raisonnable d'adapter le niveau de rétablissement des finances publiques à la fois à la conjoncture internationale et à la situation sociale du pays. Nous ne perdons pas le fil de notre politique qui vise à rétablir les finances publiques françaises, et nous rétablirons les finances publiques françaises. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu une crise sociale majeure dans notre pays. Et alors, pour la droite, ce budget est en trompe-l'œil. Les baisses d'impôts cacheraient une hausse d'une multitude de petites taxes. Les sénateurs LR qui en ont profité pour rappeler qu'ils avaient prévenu le gouvernement un an avant la crise des Gilets jaunes, il y a 2 ans. Donc, écoutez Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget. Que s'est-il passé à l'automne 2017, lors du PLF pour 2018 ? Eh bien, Jean-François Husson, il vous le dira sans doute tout à l'heure, avait alerté sur le risque qu'il y avait à prévoir de manière pluriannuelle une augmentation de la fiscalité sur l'énergie sans aucune compensation pour les Français. Et à l'époque, il avait parlé de bonnet rouge. Et c'était son seul tort, messieurs les ministres, c'était de se tromper de couleur. Ça a été finalement d'un autre vêtement, des gilets jaunes. Alors, on verra maintenant les propositions de chaque groupe, les propositions de la gauche, vos propositions, Sophie Taillé-Polian. Mais déjà, le PS a pu hier parler d'une mesure phare qu'elle entend proposer, c'est le rétablissement d'un nouvel ISF, un nouvel impôt sur la fortune. Merci beaucoup Quentin, on vous retrouve tout à l'heure. On a entendu, Quentin le rappeler, les sénateurs de droite qui critiquent des baisses d'impôts en trompe-l'œil, des sénateurs de gauche qui parlent d'un renoncement. Comment vous le qualifiez, ce budget ? Je pense que ce budget aurait dû être le budget de l'acte 2 et que c'est un budget de l'entêtement. Un entêtement à ne pas entendre la crise sociale et un entêtement aussi à ne pas relever le défi climatique. Mais est-ce que sur la crise sociale, par exemple, est-ce que vous dites qu'il n'a pas entendu, alors que finalement il y a des mesures de pouvoir d'achat dans ce budget, notamment des baisses d'impôts, 5 milliards de baisses d'impôts sur le revenu, vous dites qu'il n'a pas entendu, ce n'est pas bien ? 5 milliards de baisses d'impôts sur le revenu, certes, mais qui sont en partie financés par le fait que l'impôt sur le revenu est mieux récupéré. Donc bon. Et deuxièmement, il y a quand même 22 les classes millions, moyennes notamment vont voir leur impôt baisser. De Français qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu et qui ne vont pas en bénéficier. Si vous voulez, le problème de baisser les impôts, c'est aussi si on baisse les dépenses publiques, finalement, donc, on baisse le financement des services publics. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de service public près de chez soi ? On fait appel à des services privés. Donc cette dépense publique qui est solidaire, où l'État dépense pour le bien de tous, quand elle n'est plus là, eh bien ça pousse les ménages à s'organiser tout seuls. C'est exactement ce qu'on observe sur la volonté du gouvernement relativement aux retraites. Donc pour vous, il n'aurait pas fallu baisser ces impôts, pas fallu aider ces classes moyennes, c'est elles finalement les principales bénéficiaires de ces baisses d'impôts. On aurait tout à fait pu baisser les impôts, mais il aurait peut-être été plus utile de ne pas continuer à baisser l'impôt sur les sociétés, qui on ne le dit pas, mais continue à baisser, baisse continuellement depuis de nombreuses années. Il n'aurait peut-être aussi pas fallu faire en sorte que le CICE, qui n'apporte rien à l'emploi, qui n'a aucune efficacité économique avérée, ne soit pas comme ça sanctuarisé. Il aurait peut-être fallu utiliser autrement ces marges de manœuvre. Est-ce que pour vous, c'est un budget qui a répondu à la crise des Gilets jaunes, ce budget ? Non, je crois que très profondément, il ne répond pas à la crise des Gilets jaunes. Alors, il y a un certain nombre de choses, je dirais, pour apaiser, pour éteindre le feu. Donc, on donne de ci, de là, on lâche quelque chose. Mais on ne répond pas au souhait très profond des Françaises et des Français, et notamment sur la question de l'injustice fiscale. Parce que
même s'il y a une baisse des impôts sur le revenu pour un certain nombre de foyers français. Et ce sera très bien pour eux parce qu'ils en ont besoin. Mais si vous voulez, l'injustice fiscale, elle s'aggrave. Parce que finalement, à force d'enlever l'impôt sur le revenu, qui lui est le plus juste de tous les impôts, on reporte les dépenses sur la TVA qui est payée indifféremment que vous soyez riche ou pauvre. Et si vous êtes pauvre, vous passez la totalité de votre revenu dans des biens de consommation courante et donc tout est taxé à la TVA. Les plus riches, eux, n'ont pas besoin de tout dépenser, ils mettent de côté et eux échappent en proportion à la TVA. Donc c'est une injustice fiscale qui s'aggrave. Le président de la République a dit qu'il traînait la baisse de 5 € des APL comme un boulet. Je pense aussi, c'est ce qu'il a dit hier. Je pense aussi qu'il traîne comme un boulet cette suppression de l'impôt sur les fortunes parce qu'elle est très révélatrice de sa politique, qui n'est pas une politique de justice fiscale. Pour vous, il faut réinstaurer cet impôt sur la fortune? Mais bien sûr, en fait, c'est une logique globale qu'il faut réinstaurer pour qu'il y ait une meilleure répartition des efforts. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une partie de la population qui fait sécession, c'est ce que disent de nombreux sociologues, des gens qui sont relativement dits ultra riches, en tout cas riches, et qui participent de moins en moins. Ce sont eux les premiers bénéficiaires, si on regarde sur les 3 premières années du quinquennat, ce sont eux les bénéficiaires de la politique fiscale de ce gouvernement, au détriment des services publics et au détriment aussi de ce sentiment de solidarité qui fait l'identité de la France. Vous diriez que la fracture s'accroît entre les Français? Mais bien sûr qu'elle s'accroît et ce sentiment d'injustice, il est vraiment très très profondément vécu et c'est à cela qu'il faut répondre. Vous nous avez parlé du rétablissement de l'impôt sur la fortune. Vous, qu'est-ce que vous allez défendre comme autre mesure dans ce budget? Alors moi, je vais défendre un certain nombre d'autres mesures et notamment le fait de mieux cibler le crédit impôt recherche. Vous savez, le crédit impôt recherche, on multiplie ces dernières années les aides aux entreprises sans aucune contrepartie. Et à force de multiplier ces cadeaux, on multiplie aussi la possibilité pour les entreprises de faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire de chercher par tous les moyens à payer le moins d'impôts possible. Il faut rompre avec cette logique. Donc oui, pour aider les entreprises qui font vraiment de la recherche et de l'innovation, mais non, pour aider comme ça beaucoup d'entreprises qui passent énormément de choses qui en fait ne relèvent pas de la recherche ou de l'innovation, ou alors recherche ou innovation qu'ils feraient de toute façon. Donc vous savez qu'on aide sur le crédit impôt recherche et dans mon département, Sanofi ferme des centres de recherche. On aide le crédit impôt recherche et finalement la compétitivité de la France ne s'améliore pas sur ces questions-là parce que ce n'est pas bien ciblé. Il faut arrêter de penser que dans notre pays, la seule et unique chose à faire, c'est de baisser les coûts des entreprises parce que là, on va dans le mur. On va parler de ce plan hôpital qui a été dévoilé mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe. 12 milliards d'euros sur 3 ans, c'est ce qui est mis sur la table par le gouvernement. Est-ce que vous dites que c'est un bel effort ? Écoutez, le gouvernement est encore une fois en retard d'un temps, c'est-à-dire que ça fait 9 mois que dans les hôpitaux, les personnels sont mobilisés, ça fait fort longtemps que tout le monde alerte sur la situation de l'hôpital et je crois qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse, notamment le fait d'arrêter de fermer des lits. C'est ce que veulent les personnels soignants, c'est ce que veulent les Français. Arrêter de fermer des lits, arrêter de réduire sans arrêt l'offre de soins. Parce que, en fait, aujourd'hui dans notre pays, nous avons des comptables. Des comptables idéologiquement très très inspirés par le néolibéralisme, mais avant tout des comptables. Donc, on n'est pas en train de se dire de quoi avons-nous besoin pour faire en sorte que les Français puissent accéder à la santé ? On est en train de se dire, bon, alors combien on dépense? Le moins possible, puis on essaye de faire rentrer les choses là-dedans. Il faut arrêter avec cette logique. Et d'ailleurs, moi, j'ai été frappée par le fait que dans ce plan hôpital, encore une fois, on n'associe pas les personnels. On leur a imposé de la bureaucratie, notamment avec, depuis de longues années maintenant, la mise en place de cette façon de comptabiliser les actes de soins, la T2A, ce qui fait que les personnels soignants sont obligés de remplir des tas d'indicateurs au détriment du soin, au détriment de leur vrai travail. Je pense qu'il faudrait écouter ce qu'ils ont à dire, les soignants, là-dessus, sur le fonctionnement de l'hôpital. Est-ce que Emmanuel Macron, finalement, n'hérite pas d'une situation ancienne? Est-ce que la gauche n'a pas aussi une part de responsabilité dans la situation actuelle de l'hôpital? Mais écoutez, bien sûr que tous les gouvernements qui se sont succédés ont une responsabilité. C'est évident. Et notamment sur la mise en place des 35 heures. Est-ce que ça, c'était pas une erreur pour l'hôpital? Mais non, ce n'était pas une erreur, parce qu'il faut partager le travail. Mais cela aurait nécessité, évidemment, des embauches et pas cette politique d'austérité
austérité permanente, parce que ça ne répond pas aux besoins des Français. Bien sûr qu'il faut, comment dirais-je, avoir une vision responsable des finances de l'État. Pour cela, il faut effectivement aller chercher de l'argent là où il est. Et ne pas financer comme ça sur la dette. Mais, cela dit, il faut aussi prendre en compte les besoins des gens. Et je pense que quand on répond aux besoins, il y a beaucoup plus d'acceptation à payer l'impôt. Si les Français voient que tout ce qu'on paye, ce sont des baisses de cotisations pour les entreprises, des crédits d'impôt pour les entreprises, et que eux, finalement, ils voient leur service public réduit à côté de chez eux, qu'ils n'en ont plus, alors évidemment, ils se disent « mais pourquoi je paye de l'impôt ?» Et ils ont raison de se poser la question. On va parler de la réforme des retraites. Hier, le Conseil d'orientation des retraites a publié son rapport. Il calcule un déficit compris entre 8 et 17 milliards d'euros pour 2025. Est-ce que pour combler ce déficit, il faut dire aux Français qu'il va falloir travailler plus ? Écoutez, moi je suis frappée par le fait qu'on parle de grandes théories. Il faut travailler plus. C'est souvent ceux d'ailleurs qui ont un travail intéressant et bien payé qui disent qu'il faut travailler plus. Moi, ce que j'observe, c'est que plus de la moitié des personnes de 55 à 65 ans ne travaillent plus. Soit parce qu'ils ont été mis au chômage, soit parce qu'ils ont été brisés par leur travail. Ils sont inaptes. Donc, il faut arrêter de parler des choses comme si les gens arrêtaient de travailler à 55 ans ou à 60 ans, qu'ils étaient des gros fainéants. Non, la situation du marché du travail, ce n'est pas du tout celle-là. Alors, sur le rapport du corps, encore une fois, on peut toujours arriver aux conclusions auxquelles on veut arriver en prenant les chiffres qu'on veut prendre. Moi, ce que j'observe, c'est que si le gouvernement décidait d'embaucher à l'hôpital, d'embaucher à l'école, d'embaucher dans la justice, d'embaucher dans la police, ça ferait davantage d'agents publics, ça ferait donc davantage de cotisations et ce problème de déficit n'existerait pas. Donc pour vous, ça passe par là. Plus d'embauches. Sur cette réforme des retraites, il y a une grande mobilisation qui est prévue le 5 décembre que vous soutenez. Pour vous, jusqu'où doit aller cette manifestation? Est-ce qu'elle doit être reconductible? Est-ce qu'elle doit aller jusqu'au blocage du pays? Écoutez, ça c'est aux syndicats de le décider. C'est à eux, avec les salariés, avec aussi les chômeurs et les précaires, de décider des moyens d'action. Pour ma part, je pense qu'il faut une pression la plus forte possible pour que ce gouvernement entende que les Françaises et les Français ne veulent pas d'une réforme qui est aujourd'hui celle qui est discutée, qui va aboutir à une chose, encore une fois, baisser les pensions. Alors vous dites la pression la plus forte possible, c'est quoi pour vous le moyen de pression? Ça veut dire quoi concrètement la pression la plus forte possible? Mais ça peut vouloir dire effectivement de faire grève, c'est le moyen de pression qu'on a trouvé. Mais maintenant le gouvernement sait, il n'arrête pas de le dire, ça va être fort, ça va être très fort. Eh bien à ce moment-là, qu'il en prenne acte avant que ça arrive. Donc c'est-à-dire assouplir la réforme avant, donner des gages aux syndicats? Mais bien sûr. Lesquels bien sûr. Par exemple? Écoutez, moi c'est pas à moi de dire aux syndicats ce qu'ils doivent accepter. Déjà, il faudrait. À quoi le gouvernement doit renoncer sur cette réforme? Il faudrait déjà que le gouvernement accepte s'il veut vraiment lancer une réforme sur les retraites, de dire, on ne se fixe pas comme objectif alpha et oméga, de dire qu'on va garder le même niveau de financement des retraites par rapport au PIB. De se dire, peut-être qu'on peut imaginer mettre davantage d'argent. Parce que quand on donne de l'argent aux retraités, qu'est-ce que vous croyez qu'ils en font? Ils le dépensent, ils le donnent à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et donc, ça fait marcher le pays. Et donc, ça accroît les solidarités intrafamiliales. Donc, déjà, il faudrait que le gouvernement fasse un geste en disant non, ce n'est pas une réforme comptable, ce n'est pas une réforme pour faire des économies. Mais son problème, c'est que c'est une réforme pour faire des économies. Quand vous lisez le rapport de France Stratégie, le dernier grand rapport qu'ils ont fait, disent voilà, la France a trop de dépenses publiques. Moi, je pense que cette analyse est fausse de bout en bout. Et d'ailleurs, si on veut baisser les dépenses publiques, en fait, dans notre pays, globalement, on dépense plus que les autres pays sur les retraites. Parce que c'est un système de solidarité. Soit on assume cela, cette solidarité au cœur de notre modèle social, soit, et c'est le choix de ce gouvernement, on finit toujours par taper les plus faibles et par baisser les pensions. Et c'est là-dessus qu'il faut que le gouvernement rassure. Allez, Sophie Taillé-Polian, on va faire une petite pause. On va se rendre comme tous les jours dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Valence retrouver Robin Charbonnier. Bonjour, vous êtes chef info Drôme-Ardèche au Dauphiné libéré. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de la neige qui est tombée en abondance la semaine dernière dans vos départements. Robin Charbonnier, quelle est la situation actuelle de ces départements? Est-ce que vous pouvez nous faire un point?
Alors la situation s'est un petit peu améliorée puisque nous sommes plus qu'à 1000, entre guillemets, 1000 foyers drômois impactés et quelques familles impactées, donc sans coupure de courant pour l'instant, avec pour l'instant un retour à la normale annoncé d'ici dimanche soir par Enedis. Une situation bien améliorée puisque au plus fort de cette crise climatique, on a été à 143 000 foyers sans courant dans les 2 départements, ce qui était un chiffre assez énorme après ces chutes de neige. Alors quand même, ça fait plus d'une semaine maintenant que la neige est tombée. Vous nous dites à peu près 1000 foyers toujours privés d'électricité. Pourquoi est-ce aussi long ? Ah oui, le temps se fait long et c'est très compliqué d'avoir des explications auprès d'Enedis. Alors la première, c'est cette neige très très lourde qui est tombée et donc qui a causé énormément de dégâts sur les poteaux et les câbles. Il y a des postes sources donc qui est apparemment très compliqué à réparer. Et par ailleurs, un accès difficile, notamment dans le Vercors, donc sur la montagne, où les équipes ont eu des complications pour accéder aux poteaux de moyenne tension, sachant quand même que les forces en présence ont été assez importantes puisqu'il y avait plus de 2500 agents sur le terrain, plus les prestataires. Alors on imagine que tout ça, bien sûr, a des impacts sur les habitants, mais aussi peut-être d'autres impacts. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels, Robin Charbonnier ? Alors, c'est surtout pour les agriculteurs qui vivent une année maudite, selon l'expression du président de la Chambre d'agriculture de la Drôme, puisqu'il y a déjà eu l'épisode très violent de la grêle en juin, il y a eu la sécheresse et maintenant c'est la neige. Et il y a des agriculteurs qui ont tout perdu avec des bâtiments qui sont tombés en ruine. On ne connaît pas encore le montant des dégâts, mais on parle de plusieurs millions d'euros pour la Drôme. Merci beaucoup Robin Charbonnier d'avoir fait un point avec nous ce matin sur cette neige donc, qui est tombée en abondance dans vos régions la semaine dernière et vous nous le disiez ce matin toujours 1000 foyers privés d'électricité. On va voir la une du Dauphiné libéré du jour après les chutes de neige. Ces agriculteurs qui ont tout perdu. C'est la une de votre journal ce matin. Merci Robin et on va tout de suite passer à la revue de presse de votre département. Cette fois, Sophie Taillé-Polion. Et c'est avec Quentin Calmet qui revient. Et Quentin, on commence avec le Parisien qui revient sur l'investiture d'une candidate En Marche à Villejuif. Voilà, le titre nous a fait sourire. Municipal à Villejuif, le maire rate le train En Marche. Alors, Villejuif, c'est une ville dont vous êtes conseillère municipale actuellement. Vous avez même été l'adjointe au maire de la précédente maire Claudine Cordillo. Mais depuis 2014, la mairie est détenue par un édile de droite. On va voir sa photo, il est sur la droite de l'image. Voilà. Il est juste ici. Il s'appelle Franck Le Boélec. Il se disait Macron compatible depuis plusieurs mois. Il pensait pouvoir avoir éventuellement l'investiture du parti présidentiel. Il a donc découvert qu'une candidate En Marche serait investie face à lui. Il a dit « Je comprends aujourd'hui que l'REM ne souhaite pas discuter avec moi de l'avenir de notre ville ». Il interprète dans le journal. Et il dit regretter cette décision. On verra ce que la gauche va pouvoir faire aussi en face. Est-ce que vous allez réussir à vous organiser sur une liste commune? C'est des discussions que vous avez en ce moment, n'est-ce pas? Bien sûr, nous travaillons à l'unité de la gauche et des écologistes à Villejuif parce qu'il est très important que cette ville puisse à nouveau accueillir tous ceux et celles qui veulent y vivre et pas seulement ceux qui ont des moyens de s'acheter un appartement à 6 000 € par mois le mètre carré. Et c'est ça l'enjeu dans notre région, c'est de permettre d'avoir pour tous et toutes une possibilité de se loger près des infrastructures de transport dans des bonnes conditions. Et également de développer des politiques qui permettent à nos villes de franchir le cap du réchauffement climatique. Ce n'est pas du tout le cas de la politique qui est menée. Et on parle du département du Val-de-Marne. Dans les Échos, ce matin, Quentin, ces arrêtés anti-pesticides pris par 13 maires dans le Val-de-Marne. Ça va rejoindre ce que vous disiez sur le développement durable, l'écologie. Il y a effectivement, et on en parle régulièrement dans cette émission depuis cet été, des maires qui prennent ces arrêtés anti-pesticides sur leur commune. C'est le cas de 13 mairies dans le département du Val-de-Marne. Eh bien, la justice a cassé ces arrêtés anti-pesticides au titre que cela ne relève pas de la compétence d'un maire. Et ce, alors que la semaine dernière,
un autre tribunal a pris une décision inverse dans un dossier similaire. On va suivre maintenant dans le département du Val-de-Marne la décision sur l'arrêté anti-glyphosate pris par le président du département, le communiste et ancien sénateur Christian Favier. Et on termine, Quentin, avec 94citoyens.com. Voilà, c'est un site d'information indépendant du Val-de-Marne. On a vu cet article sur les travailleurs sans-abri accueillis effectivement dans un centre de la Croix-Rouge à Villiers-sur-Marne. Et c'est un phénomène nouveau, nous dit l'article. Le centre accueille d'habitude plutôt des personnes qui sont dans la précarité, isolées par leur parcours de vie. Désormais, le fait qu'il y ait des travailleurs qui également se retrouvent sans solution de logement, eh bien, c'est un phénomène que la Croix-Rouge découvre. D'ailleurs, le centre de la Croix-Rouge a reçu une visite du préfet du département mardi soir. Merci Quentin, vous voulez réagir? Oui, c'est tout à fait ce dont je venais de parler, c'est-à-dire le problème d'accès au logement dans la région Île-de-France et notamment dans les zones denses. Et c'est le cas aussi à Villiers-sur-Marne, c'est le cas aussi à Villejuif. Et puis c'est aussi ce modèle de précarisation des salariés qui finit par les appauvrir. C'est ce fameux modèle allemand qu'on nous vante de tous les côtés et qui finalement aboutit à la paupérisation, une plus grande pauvreté parmi les gens qui travaillent. Merci Quentin. Sophie Taillé-Polian, un mot sur ce que nous disait hier Yann Brossat. Il était à votre place, il nous disait qu'il y aurait un meeting commun de la gauche le 11 décembre contre cette réforme des retraites. Est-ce que c'est le retour de l'union de la gauche ? Écoutez, je pense qu'il est temps effectivement que nous montrions aux Françaises et aux Français que nous travaillons ensemble, parce que c'est le cas. Il y a beaucoup d'échanges et de discussions et il faut maintenant que nous montrions aux Françaises et aux Français que nous sommes prêts à travailler ensemble sur des bases saines et solides. Cela dit, ce n'est pas seulement la gauche, c'est aussi les écologistes, parce que je pense qu'il n'y a pas... Les écologistes, c'est plus la gauche pour vous. Mais si vous voulez, bien sûr que pour moi, ça fait partie de la même famille. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut véritablement lutter contre le réchauffement climatique que si on lutte contre les dégâts que fait le capitalisme aujourd'hui et cette logique financière qui prend toujours le pas sur l'humain et sur la nature. Mais si vous voulez, je pense que c'est important que l'écologie apparaisse aussi dans son identité particulière pour ne pas que les Français se trompent et imaginent qu'on peut avoir une écologie qui serait compatible avec le capitalisme, avec cette logique financière. Je pense que ce n'est pas le cas et donc il faut bien parler de gauche et d'écologie ou de gauche écologiste ou d'écologie dans la lutte pour la solidarité. Il faut bien faire en sorte que ces deux choses soient mêlées et c'est tout l'enjeu de la reconstruction d'une alternative pour le futur. Mais là, on est dans le début d'une reconstruction, c'est-à-dire où ce meeting, ça va être juste ponctuel contre cette réforme des retraites ou ça va amorcer cette reconstruction de la gauche? Écoutez, je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à souhaiter que cette reconstruction puisse commencer. Elle a et aujourd'hui, à Génération, aussi, vous discutez avec qui? Avec tout le monde. Nous discutons avec tout le monde parce que nous pensons qu'il n'y a pas de réponse dans une démarche sectaire de dire pas les uns, pas les autres, etc. Maintenant, on a besoin d'aller dans la sérénité, dans le dialogue, dans l'approfondissement de nos propositions, parce que ce n'est pas seulement en étant contre qu'on rassemblera les Français, c'est aussi en leur proposant de nouvelles orientations, une nouvelle dynamique. Voilà. Et donc, c'est ce à quoi ça pourrait servir aussi ce meeting du 5. Eh bien, on suivra du 11 décembre. Le 5, c'est la grève. Exactement. Le 11, c'est les propositions. On suivra tout ça. Merci Sophie Taillé-Polian d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'invité politique.